Hey, salut tout le monde, c'est Zogma, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme chaque samedi pour un Hey Zogma, à quoi tu joues. Cette semaine, on va parler que de 4 jeux. Non pas que j'ai moins joué, au contraire, j'ai même plus joué. Mais comme la semaine prochaine, je serai absent, eh bien, je sépare les jeux en 2 vidéos. Ça fera 4 aujourd'hui et 4 samedi prochain. Donc aujourd'hui, on va parler de Perfect World, de Hamlet, du Seigneur des Anneaux, le jeu de cartes évolutif, et de l'extension de Paper Dungeons qui s'appelle Side Quest. Comme d'habitude, n'hésitez pas à aller sur le timer de la vidéo pour aller directement au jeu qui vous intéresse, et puis n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Et on va commencer tout de suite par l'extension de Paper Dungeons Side Quest, qui est une petite boîte, un petit format avec un petit carton assez souple, parce que finalement, une fois qu'on a retiré tout ce qu'il y avait dedans, eh bien tout rentre dans la boîte de base. Donc cette petite boîte-là, c'est juste de la décoration, donc heureusement que c'est un petit carton très solide, parce que c'est voué à aller à la poubelle. Paper Dungeon, c'est clairement un de mes roll and write préférés. C'est un jeu que j'ai mis longtemps avant de découvrir. J'avais même fait une vidéo sur la chaîne qui, alors que je l'ai sorti plusieurs années après la sortie du jeu, marche quand même plutôt pas mal par rapport à d'autres. C'est encore un jeu qui attire pas mal de monde. En même temps, on le trouve dans un peu tous les tops. Et le principe de Paper Dungeon, c'était finalement de parcourir un donjon en améliorant son équipe. On commence toujours avec un mage, un voleur, un prêtre et un barbare, un guerrier de niveau 1. Et en fonction des lancers de dés, on va pouvoir les améliorer, augmenter leur niveau. On va pouvoir créer des artefacts magiques qui vont nous améliorer, qui vont nous permettre d'affronter certains obstacles. Et puis, on va aller dans ce donjon. On peut récupérer des diamants pour faire du scoring. On va pouvoir récupérer des petits bonus, des petits coffres. Donc, on va pouvoir récupérer d'autres petits bonus pour améliorer notre équipe. Mais surtout, on va affronter des ennemis. Ces ennemis, eh bien, on va pouvoir les battre uniquement si on a une classe qui a atteint un certain niveau. Et puis surtout, on a des boss. On a 3 boss, plus ou moins tirés aléatoirement, parce qu'en fait, c'est pas vraiment les boss qu'on va tirer aléatoirement, c'est le scénario. On a des cartes avec un petit texte qui va nous mettre un petit peu dans l'ambiance, et puis sur ce texte-là, ça va nous dire que vous rencontrez une vivre, puis une liche, puis tel truc, donc vous allez tirer les cartes. Sur ces boss, eh bien, ils ont des affinités, ils ont des points de vie, c'est-à-dire que pour chaque personnage que vous avez, c'est 1 point par niveau. Donc si votre guerrier est niveau 3, ça fait déjà 3 points de dégâts, votre prêtre niveau 2, ça fait 5 points de dégâts, et puis sur le boss, vous avez des cœurs. Plus vous lui faites de dégâts, moins lui il va vous en faire, parce qu'il est affaibli, et plus vous allez marquer des points. Mais ils ont chacun une affinité, c'est-à-dire peut-être que la liche sera sensible au prêtre, donc pour chaque niveau que vous avez sur votre prêtre, vous allez faire x2. Donc vous allez orienter un petit peu votre stratégie en fonction de l'ordre dans lequel vous allez rencontrer vos boss. Et puis surtout, vous allez vous déplacer dans ce donjon qui va avoir des murs à certains endroits qui vous empêchera de marcher. Il va y avoir des douves qu'il va falloir contourner ou traverser si vous avez récupéré l'artefact magique. Vous allez avoir des raccourcis, vous allez avoir des pièges, tout un tas de choses assez sympas. C'est un jeu qui est très fluide, très sympa. Mais le problème qu'on pouvait lui reprocher, c'est que finalement, on avait assez vite fait le tour. C'est-à-dire que les cartes donjon, il y en a quelques-unes qui changent les boss, mais finalement qui ne changent pas vraiment la façon de jouer. Ce qui va un petit peu moduler notre façon de jouer, c'est bien sûr le lancer de dés, il va falloir s'adapter, mais c'est surtout des petits objectifs qu'on tire en début de partie, qui vont nous donner un artefact magique spécial cheaté, mais avec un malus, et un système de scoring qui va vous dire de vous marquer des points si vous avez visité X salles différentes, si vous avez fait X ou Y. Donc c'est ça qui allait un petit peu modifier notre stratégie. C'est surtout non pas ces boss, mais plutôt les objectifs qu'on allait tirer en début de partie. Donc un très bon jeu, très sympa, mais c'est vrai qu'on avait rapidement fait le tour. Alors moi j'ai jamais été très bon, j'ai jamais fait des très bons scoring, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, on a l'impression de faire un peu la même chose. Cette extension Side Quest a pour but de rajouter du contenu et de complexifier le jeu, de le rendre plus dur. Effectivement, les scorings sont plus compliqués. Pourquoi c'est plus dur? Eh bien, pour plein de choses. Déjà, vous avez un peu plus de cartes pour tout. Vous avez un peu plus d'objectifs, un peu plus de monstres, un peu plus de plein de choses. Et vous avez surtout un nouveau donjon. Sur ce nouveau donjon, tous les ennemis que vous allez rencontrer seront plus forts. C'est-à-dire que dans le jeu de base, vous allez rencontrer des ennemis tout au début de l'entrée du donjon qui seront plutôt de niveau 2-3. Là, ils sont directement tous niveau 4. Il y en a quelques-uns niveau 3, mais c'est rare. Et ça peut aller jusqu'au niveau 5. Je ne crois pas qu'il y ait de niveau 6. Donc, ils sont tous plus forts, donc ils vont plus vous faire de mal. Il y a également des nouveaux pièges. Normalement, il y a certains pièges, quand vous marchez dessus, ce sont des pics, vous prenez 1 point. Et là, il y a les pics, les pendules, là, comme ça, là, qui vont vous troncer, qui vont vous casser en deux, qui vont faire prendre 2 points de dégâts, donc ça fait beaucoup plus mal. Et puis, il va y avoir plus les raccourcis sur les côtés. Avant, sur le donjon, il y avait des raccourcis sur les côtés qui faisaient que si vous alliez tout à gauche, vous réapparaissez à droite. Là, ils ont quasiment tous disparu. Les objets à débloquer sur votre page, sur votre fiche personnage ont également un petit peu changé. Donc tout est un petit peu plus dur au niveau des difficultés. On a aussi plus de façons de scorer parce qu'on rajoute side quest, les quêtes
secondaires qui sont assez sympas. Il y en a un joli petit paquet, vous allez en tirer 2 en début de partie qui va vous mettre encore une fois une petite contextualisation avec encore une fois une superbe image et ça va vous donner des scoring. C'est-à-dire que sur une carte, ça va vous demander de placer 3 dés. Pas les 3 en même temps, dans l'ordre que vous voulez. Ça va vous demander peut-être de placer un voleur noir, de placer un dé blanc et de placer je ne sais plus quoi. Il faut avoir placé 1, 2 ou 3 dés et après arriver au PNJ de quête sur la carte qui va être différente en fonction de chaque scénario. Et du coup, plus vous avez l'idée d'objectif de cette quête, plus vous marquez de points. Donc ça va vous donner encore une autre orientation possible. Ça va également rajouter les coffres au trésor. Il y aura un coffre au trésor sur la partie. Petit à petit, plus vous avancez dans la partie, ce coffre va être réduit, va être volé par tous les monstres du donjon. Mais si vous arrivez à y aller et à battre l'élite, le monstre puissant qui est présent, qui n'existait pas avant, qui va être lui de niveau 6 ou 7, donc un nouvel ennemi à affronter dans le donjon, et bien vous allez pouvoir regarder ce qu'il y a dans le coffre et piocher la carte qui vous intéresse. Ça va de simples joyaux qui augmentent un petit peu, qui vous donnent un petit bonus, à l'objet magique, l'objet légendaire qui va vous donner plus de puissance ou augmenter le niveau de votre personnage, en plus de gagner des points de victoire. Donc si vous y allez que vers la fin de la partie, il restera plus grand chose dans le coffre. Si vous y allez directement, vous aurez le choix entre plein de choses tirées aléatoirement. Bien sûr, le coffre est assez loin dans le donjon, ça va pas être facile d'y aller au premier tour, loin de là. Donc voilà, c'est un jeu qui ne change pas foncièrement la sensation de jeu, qui va juste rajouter d'autres manières de scorer, qui va rendre le jeu plus polyvalent et un poil plus compliqué. Je pense que c'est pas une extension indispensable. Vous pouvez acheter Paper Dungeons et vous faire plaisir déjà une paire de parties, mais si vraiment vous étiez lassé du jeu, vous avez l'impression d'avoir tout fait, eh bien ça rajoute un petit peu plus de difficulté. Moi clairement, j'ai pas plus de plaisir à jouer avec ce jeu-là qu'avec le jeu de base parce que je ne suis pas assez expert dans le jeu de base, j'ai pas l'impression d'exploser les scores, je m'y amuse, mais je fais toujours un peu des scores un peu pourris, donc j'ai pas forcément besoin finalement de cette extension pour le moment, mais je suis quand même content de l'avoir récupéré parce que ça rajoute quelques petits trucs sympathiques et l'ambiance graphique est toujours assez folle. Deuxième jeu, Perfect Words de Tiki Edition, fait par Paul-Henri Argiot et illustré par Christy Dalcouf. Je l'ai acheté puisque je pars en vacances donc à la fin de la semaine et c'est le jeu parfait pour les vacances. C'est un jeu que je voulais déjà acheter pour mes premières vacances parce que j'ai pris en juillet 4 jours et je m'étais dit ça serait parfait, sauf que le jeu qui devait sortir début juillet a été repoussé, puis repoussé, puis repoussé pour sortir enfin le 25 août je crois, donc il n'y a pas très longtemps. C'est un jeu d'association de mots où on va faire notre grille de mots fléchés. J'ai sorti une vidéo sur la chaîne. Je suis pas très satisfait, l'éclairage n'était pas top, je m'explique pas très bien, je suis pas très fier de cette vidéo, mais j'avais quand même de la sortir telle quelle parce que j'avais pas envie de retourner 4 fois la vidéo, ça servait pas à grand chose, mais j'étais quand même plutôt content de l'idée parce que je vous propose une grille. Normalement on va faire une grille chacun notre tour où moi je vais placer un mot, puis l'autre va placer un mot qui pense va bien avec le mien, et à partir de moi on a 2 mots l'un à côté de l'autre, on va mettre une flèche. Une flèche avec un 1, c'est-à-dire qu'à la fin de la partie, quand on aura placé toutes nos cartes, eh bien on devra tous trouver un mot en commun qui a cette association-là, et si on a le même mot, eh bien on fait le perfect word, c'est très bien. Si on n'a pas le même mot, on marque pas de points. Et du coup, moi je vous ai proposé une grille que j'ai fait tout seul dans mon coin, et je vous donne mes résultats à la fin, et vous me dites, vous, si vous avez des mots communs. Alors vous avez quand même été pas mal à vous prêter au jeu, c'est plutôt rigolo. Alors j'ai fait des associations un peu connes, parce que absolument fausses d'un point de vue géographique, où il fallait être dans ma tête, hein, donc c'est pas forcément toujours simple, mais c'est un jeu qui est très rigolo. C'est un jeu qui marche très bien avec tout le monde, les règles sont très faciles à comprendre, c'est un jeu qui est universel, c'est des associations de mots, il faut trouver, alors d'ailleurs pas que des mots, ça peut être une expression, ça peut être une phrase, ça peut être n'importe quoi, mais forcément plus l'expression est longue, plus c'est difficile d'avoir exactement la même. Et ce qui est souvent gênant dans ce genre de jeu, c'est que soit vous avez bon, soit vous avez faux. Là ils ont été malins, ils ont choisi de marquer un point s'il y a suffisamment de monde autour de la table qui a le même mot, avec un petit barème écrit dans la notice, et si vous avez encore plus de personnes, genre la majorité absolue, bien là vous faites les 2 points, vous faites les perfect words, donc sur les 10 points, sur les 10 mots, vous pouvez faire 20 points. Il y a un mot que vous allez choisir de doubler, il y a un mot que vous allez choisir d'annuler, si tout le monde, s'il n'y en a qu'un seul qui avait fait une association ultra alambiquée et que personne n'a idée, on peut décider, on est obligé d'ailleurs, de décider d'annuler un des mots. Ce qui est pas mal aussi, c'est que vous n'êtes pas obligé de mettre que 2 mots l'un après l'autre, vous pouvez rajouter des cartes, faire des mots de plus en plus longs, enfin des associations de mots de plus en plus longs pour cibler un peu, orienter un peu plus les joueurs vers l'idée que vous aviez en tête. Donc moi je trouve ça très malin, il y a quand même un beau paquet de cartes, il y a des cartes crap qui sont très thématiques, donc quand vous trouvez le jeu un peu trop simple, vous retirez ces cartes crap qui vous donnent que des mots un peu random, donc les associations sont un peu plus compliquées. Clairement, même s'il y a beaucoup de mots, si vous jouez, il y a 252 cartes recto verso, donc ça fait 500 mots différents, ça fait déjà pas mal, mais clairement si vous jouez toujours avec la même personne, surtout à 2 joueurs,
Au bout d'un moment, vous allez avoir des associations en commun, vous allez toujours penser aux mêmes mots, donc il faut se dire de ne vraiment pas mettre les mêmes mots d'une partie à l'autre ou d'une semaine à l'autre. Faites un petit peu des wash out, histoire de ne pas toujours faire les mêmes associations, mais c'est vrai que si vous jouez toujours avec la même personne, à force, eh bien vous allez trouver le jeu répétitif. Mais c'est un jeu normalement, un jeu d'ambiance, un party game, on va jouer avec l'apéro, avec des amis, etc. Donc normalement, on change un peu le pool des joueurs qui fait que, on va jamais avoir les mêmes idées que les autres. Et finalement, c'est un jeu qui marche très bien. Son seul inconvénient, c'est son design. C'est déjà un petit peu moche de base, et en plus, c'est un thème très été, et qui sort en fin d'été. On arrive de l'automne, on arrive vers l'hiver, bon, on a encore un peu de temps, mais du coup, clairement, c'est pas un jeu qui nous donne très très envie de l'acheter quand on est au mois de décembre. Alors que c'est un jeu qui peut s'acheter n'importe quand, qui marche suffisamment bien pour durer dans le temps, mais le thème fait qu'à mon avis, ça risque de freiner un petit peu les ventes au bout d'un moment. Il fallait une exception cette semaine, ça sera Hamlet. Hamlet, édité par Greux-Games, c'est un jeu de David Chirkop et Youssouf Artoun. C'est un jeu que j'ai demandé à l'éditeur parce qu'il m'intéressait franchement, je le trouvais assez original, l'éditeur a été suffisamment sympa pour me l'envoyer, mais je ne vais pas en faire forcément une critique très positive. Hamlet, c'est un jeu où on va avoir, Hamlet ça veut dire hameau, on va avoir son petit hameau et on va essayer de construire l'église au milieu du village et d'en faire du coup un village un peu plus imposant. C'est un jeu qui va être coopératif, c'est-à-dire qu'on va tous être là pour créer la même église. À partir du moment où l'église est terminée, la partie est terminée et on va voir qui a gagné, qui a marqué le plus de points. Mais finalement, c'est pas un jeu coopératif parce que on doit marquer des points. Mais coopératif, parce qu'on a le même objectif, et que surtout les ressources seront en commun pour tout le monde. C'est-à-dire que vous avez une grange dans votre village, les ressources de la grange serviront à tout le monde. Donc même si c'est Joseph qui a créé le fromage, je ne sais même plus s'il y a du fromage dans le jeu, eh bien vous pouvez utiliser le fromage, peu importe. Si c'est un fromage spécialisé, peut-être que lui il gagnera un petit bonus, mais sinon les ressources sont en commun pour tout le monde. Les pierres, la viande, le lait, le tissu, tout ce que vous voulez sera en commun. Et donc, petit à petit, vous allez utiliser vos actions pour créer des nouveaux bâtiments dans vos villages qui vont vous donner d'autres actions, souvent des actions de récolte ou de transformation de ces ressources pour avoir des récoltes encore plus spécialisées pour petit à petit créer les ailes de l'église. C'est un jeu qui finalement va très bien marcher en multijoueur parce qu'on va tous être dans la même optique de créer l'église et de s'enquiquiner. On va attendre que lui il crée cette ressource-là pour lui piquer, comme ça nous on a bien besoin et c'est nous qui marquons les points. En plus que le système de ressources, c'est pas juste je prends les ressources et c'est gagné, on va avoir des ânes pour transporter les ressources d'un point A à un point B. Si je veux créer mon église, il faut que toutes les ressources dont j'ai besoin puissent être ramenées à l'église. La ressource d'elle-même, elle est capable de se déplacer d'une seule case et d'une seule, mais à partir de là, il faut que j'ai une suite d'ânes qui va de la zone en question jusqu'à ma zone de réception. Donc à moi de jouer avec mes ânes, on peut en avoir jusqu'à 6 pour les positionner, ils vont tous avoir un déplacement par tour. Donc ça va être vraiment un petit jeu de casse-tête. On va essayer de trouver le meilleur positionnement de tous nos ânes pour faire le plus d'actions possible. Enfin, on a le droit qu'à une action par tour, mais pour faire la chose la plus rentable possible. Donc c'est assez malin, mais j'ai deux grosses critiques. La première, c'est que les tuiles, elles ont toutes des formes un peu originales, ce qui fait un peu l'originalité du jeu, c'est que ça ne sera pas des carrés, ça sera des fois des triangles, des hexagones, des formes un peu spéciales, et vous pouvez les mettre n'importe comment, les unes à côté des autres, sans aucun souci, puisque sur chaque forme, il y a des petits patrons. Par exemple, si vous avez une double tuile qui est super grosse, au milieu, vous avez un petit point blanc qui veut vous dire que ça, c'est la séparation et que vous pouvez mettre une tuile au-dessus, une tuile en dessous. En pratique, je ne trouve pas ça hyper lisible, parce que ces tuiles, il y a souvent beaucoup de forêt, et ce petit point blanc correspond à une petite clairière. Moi, je trouve pas ça toujours très pratique de savoir où est-ce que se termine vraiment ma zone pour pouvoir faire une communication entre deux tuiles. Bon, on va dire que j'ai pas assez joué, parce que clairement, je n'ai pas terminé ma partie de jeu, je n'ai fait qu'une partie que je n'ai pas terminée, et ça, c'est la première fois que ça m'arrive dans un jeu, parce que moi j'ai joué en solo. En solo, ça se joue très très bien en solo. Très facile à gérer, on a un automa, avec son petit paquet, avec sa petite tuile, on va faire un tirage aléatoire qui va faire que l'automa, en fonction des parties, sera plutôt spécialisé dans tel type de mission. Ça c'est plutôt pas mal, c'est assez simple en plus, on prend tous des petits jetons qu'on va mettre dans un bol, on va tirer un jeton aléatoire, et ce jeton-là va nous dire, suivant sa petite tuile de priorité, quelle action il va faire en premier. Forcément, il va toujours essayer de faire l'église, puisque c'est l'action principale, il va essayer d'augmenter son nombre d'habitants, de villageois, pour aider à faire des actions, il va jouer de manière un peu logique. Mais le problème, c'est qu'il va toujours faire quelque chose. Et il va suivre son arbre de priorité qui va dépendre en fonction des parties. Et s'il ne peut pas faire l'église, qu'il ne peut pas avoir
plus d'habitants, il va faire des actions qui vont utiliser vos ressources, enfin vos ressources, les ressources communes qui sont sur le plateau pour faire une activité, pour faire des points, pour faire X ou Y. Mais lui, du coup, il va toujours faire un truc qui ne sera peut-être pas la chose la plus rentable, la plus optimale pour arriver à la fin du jeu, pour arriver vers la fin de l'église. Et le problème, c'est que moi j'étais à 1 heure de jeu, alors ok, il y avait des petits retours dans les règles pour être sûr de ne pas faire de bêtises, mais j'avais construit qu'une seule des 4 ailes de l'église au bout d'1 heure de partie, parce que dès que je commençais à constituer un bloc de ressources pour créer un morceau d'église, eh bien lui, il ne pouvait pas le faire, il n'avait pas assez de ressources, donc il faisait une action en suivant son arbre de priorité, un peu à la con, qui lui faisait marquer 3-4 points, mais qui me défaussait mes ressources, et du coup, on n'arrivait pas à progresser, on n'arrivait pas à construire cette église. Là où en multijoueur, on va tous quand même vouloir le faire, donc des fois on va pas être trop con, même s'il y a une action un peu plus rentable, on sait que c'est plus rentable de créer une partie de l'église, donc peut-être qu'à certains tours, on va faire quelque chose d'un petit peu suboptimal pour le prochain tour faire l'église. Lui, c'est pas exactement comme ça qu'il réagit, et du coup la partie, au bout d'1 heure, j'en avais marre, je me dis je vais pas jouer 3 heures au jeu, ça m'amusait pas, je trouvais ça ultra frustrant. Donc j'ai arrêté ma partie, et le jeu je l'ai reçu il y a un mois, je n'y ai pas touché depuis, je n'y ai pas touché. J'ai, juste après ma partie, regardé sur BGG, quand j'aime pas un jeu ou que je comprends pas comment bien jouer un jeu, je regarde toujours s'il y a des conseils, des choses, je peux passer à côté. Je suis loin d'être un expert, je joue beaucoup à des jeux, mais je suis pas très bon. Et il n'y avait qu'une seule revue, alors le jeu n'était pas sorti encore en France à ce moment-là, hein, et il n'y avait qu'une seule revue d'un joueur français, d'ailleurs, justement, sur BGG, qui faisait un test du solo, et il trouvait exactement la même chose que moi. Il trouvait qu'il y avait un problème de rythme. Pour lui, une partie, ça durait en moyenne 2h30, il trouvait que c'était pas assez fun, que le rythme du jeu était beaucoup trop lent pour le solo. Et c'est encore un avis uniquement solo. Donc, c'est un jeu qui m'a franchement déçu. Je ne tournerai pas de partie du jeu parce que je n'ai jamais terminé une partie du jeu et je compte pas sortir une vidéo qui va durer 2h30. J'ai envoyé un mail à l'éditeur pour lui dire que je n'avais pas trop aimé certains points, que je n'en parlerai probablement pas en vidéo. Bon, finalement, j'en parle quand même aujourd'hui, mais pas dans une vidéo spécialement dédiée. Coup de bol, il m'avait passé Artemis Odyssey qui, pour le coup, m'a plutôt bien plu. Donc, j'ai dit du bien sur un jeu et je vais dire un peu moins de bien sur un jeu, donc personne ne sera froissé. Ça tombe très très bien. Mais, voilà, moi j'ai trouvé ça beaucoup trop long. Je pense qu'en multijoueur, ça doit bien passer parce qu'on est vraiment dans une optique commune et que on va y aller. Mais en solo, c'est trop frustrant, c'est trop long, ils nous volent trop des ressources pour faire des actions des fois un petit peu caca et on n'avance pas la partie, on s'embourbe dans cette partie qui est un petit peu longue. Donc voilà, moi, pour du solo, Hamlet, j'ai été un peu déçu. Si vous y avez joué Hamlet en multijoueur, dites-le moi. Dites-moi si vous y avez joué en solo également, dites-moi si en multijoueur, c'est vraiment très différent. Dites-moi si en solo, vous êtes d'accord avec moi. Enfin voilà, on est là pour discuter. Donnez-moi votre retour sur Hamlet, mais moi, ça a été une déception. Premier jeu, alors j'ai pas joué non plus à des milliers de jeux, hein, mais je crois que j'ai dû jouer à 250 jeux différents dans ma vie, ce qui n'est pas non plus énorme, si, mais pas pour vous qui me regardez, qui êtes encore plus expert que moi, c'est la première fois que je ne vais pas au bout d'une partie d'un jeu. En tout cas, pour cette raison. Allez, dernier jeu de la vidéo, Le Seigneur des Anneaux, le jeu de cartes évolutif de Fantasy Flight Games, fait par Nate French. En ce moment, je suis pas mal. Depuis le mois de juillet, je me suis revenu assez fort sur Marvel, même si j'en parle pas toutes les semaines, j'y joue toutes les semaines. J'ai découvert, il y a 2-3 semaines, Horror Arkham, et gros coup de cœur. D'ailleurs, j'ai enfin reçu mes petits trucs pour pimper un peu le jeu. J'ai pas encore essayé, j'ai reçu ça hier, et j'avais forcément envie d'essayer aussi ce jeu-là, parce que quitte à lâcher du pognon chez FFG, autant tout essayer. C'est l'édition revisitée, je me suis pas amusé à prendre une version d'occasion, contrairement à Horror Arkham, puisque la première édition de ce jeu-là était pour beaucoup assez frustrante, parce que pour le coup, toutes les cartes quasiment étaient en un exemplaire, alors que dans un deck, on peut les mettre jusqu'à 3. Donc les gros joueurs achetaient 3 versions du Seigneur des Anneaux. Moi je me suis dit, cette fois-ci, je vais pas m'embêter, je vais prendre l'édition revisitée, comme ça j'ai un packaging à peu près ok, je peux faire à peu près ce que je veux et tester. A noter que c'est un jeu, beaucoup disent qu'il ressemble à Horror Arkham. En fait, c'est Horror Arkham qui ressemble à ça, parce que ça date de 2011, si je dis pas de bêtises, donc c'est vraiment beaucoup plus vieux qu'Horror Arkham, et d'ailleurs c'est le même auteur. Et effectivement, les mécaniques se ressemblent quand même beaucoup, il y a beaucoup de points communs entre les deux, il y a d'ailleurs aussi des points communs avec Marvel Champions, on voit vraiment que celui-là c'est le papy, c'est le grand-père qui a un peu inspiré toute la gamme. Et j'ai été relativement déçu par ce jeu, mais en même temps j'ai envie d'en savoir plus, j'ai envie de creuser un peu plus. C'est un jeu qui est quand même ultra chaud, même plus chaud que Horror Arkham, parce qu'Horror Arkham, on perd une partie, on a avancé dans le scénario, on a des petites infos, on a vécu un bon moment, on était plongé dans l'ambiance. Là finalement, il va y avoir assez peu d'ambiance, d'ailleurs dans la boîte de base, il y a assez peu d'histoire, vous allez avoir 3 missions qui se suivent, mais
c'est autant scénarisé que Marvel Champions, c'est-à-dire que vous avez une carte qui vous dit que si vous avez suffisamment de points de quête, vous arrivez à la case 2, puis à la phase 3, mais c'est 2 lignes de texte à chaque fois, vous n'êtes pas vraiment dans l'ambiance. Et vous allez tirer un paquet de cartes rencontres qui est bourré de saloperies, et des saloperies qui sont vraiment très 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 costauds, beaucoup plus que dans Horror Arkham, où souvent vous allez quand même pouvoir vous débrouiller, vous allez pouvoir fuir, changer de zone, et du coup ne pas vous faire taper. Là, si les ennemis vous engagent, ils vous engagent. C'est un jeu qui est jouable en solo, c'est un jeu qui est jouable jusqu'à 4. Clairement, Horror Arkham jouer en solo, c'est impensable, puisque on a vraiment des investigateurs qui sont spécialisés. Là, on peut jouer en solo parce que on va avoir 3 héros dans un deck. 3 héros, et il y a plusieurs sphères, plusieurs types de familles, et on peut mettre du coup 3 héros de 3 familles différentes. Qu'est-ce que ça change? C'est que chaque famille va être plutôt spécialisée dans un type. Dans le combat, dans les sorts, dans avancer dans la quête, dans la gestion de la menace, etc. Et donc, si vous faites un deck avec 3 sphères différentes, vous allez avoir un peu plus de polyvalence. Vous allez pouvoir faire des choses différentes. Généralement, on ne fait pas un trisphère quand on commence, on va faire qu'une seule ou 2 sphères, parce que quand on débute, c'est vraiment très très chaud. Mais du coup, jouer seul, c'est jouable, parce qu'on peut quand même être un peu polyvalent. Par contre, on pourrait jouer 2 decks quand on est seul, c'est très 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 compliqué, parce que un deck, quand vous posez tous vos alliés, ça prend quand même mon plateau. Ça m'arrivait des fois, j'ai 3 héros plus des fois 4 alliés qu'il faut pouvoir incliner, donc ça vous prend clairement un tapis Wogamat en largeur. Donc si vous jouez 2 decks comme ça, c'est mort, vous achetez une maison juste pour jouer au Seigneur des Anneaux. La gestion est assez originale, parce qu'il va falloir quêter. Pour quêter, il faut incliner des ennemis pour activer leur point de volonté. Si vous avez suffisamment de volonté par rapport à la menace qu'il y a en face, eh bien vous avancez sur la quête. Par contre, vous avez de la menace qui va monter tour après tour, et les ennemis qui s'affichent, qui sortent petit à petit dans le deck. Si vous êtes à un niveau de menace en dessous de leur point de menace, eh bien finalement ils ne vont pas vous engager. Donc vous pouvez essayer de les gérer autrement, de finir votre petite quête. Si par contre votre menace monte trop, eh bien les ennemis vont vous engager. Forcément, plus vous avez de menaces, plus vous avez des ennemis très puissants qui vont venir. Donc ça, c'est un petit côté original de gérer l'avancée dans la quête, de gérer les adversaires, de les prendre au bon moment, pas forcément attendre qu'ils nous engagent, mais quand on est sûr d'aller les taper, ça marche plutôt bien. Mais la gestion du deck est quand même assez compliquée, même si vous n'avez pas 3000 cartes dans la boîte de base, vous avez quand même pas mal de cartes, vous avez quand même pas mal d'affinités différentes. Créer un deck au départ, je trouve ça un petit peu chaud. Et donc vous pouvez aller chercher des decks tout faits sur internet, il y a déjà un deck préconstruit d'ailleurs dans la boîte. Mais c'est quand même un peu chaud, j'ai l'impression qu'il faut beaucoup d'investissement, plus que dans Horror Arkham, où le deck building, je trouve qu'il est quand même beaucoup plus restreint. Là, vraiment, vous devez vraiment choisir ce que vous allez faire, et le jeu est beaucoup plus punitif. Le premier scénario est assez simple, le deuxième scénario commence franchement à être compliqué, et le troisième scénario est impossible, en solo, avec la boîte de base. Quasiment tous les joueurs le disent, puisque vous avez 3 héros, donc chaque héros va créer des ressources. Au début du troisième scénario, vous perdez un de vos héros. Donc ça veut dire que vous avez une ressource de moins chaque tour. Et si celui qui se fait emprisonner, c'était votre héros qui était unique, qui était le seul qui vous permettait de gérer des ressources, par exemple énergie, je dis des bêtises, dans ce cas-là, toutes vos cartes énergie, vous ne pourrez pas les jouer jusqu'à avoir avancé suffisamment dans la quête, ce qui rend le jeu ultra chaud, parce que celui-là, vous allez vous prendre des menaces, des ennemis, plein de choses comme ça. Donc le troisième scénario de la boîte de base est infaisable en solo, et rien que le deuxième, il est chaud, 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 tout en ayant l'impression que finalement les différents scénarios, en plus d'avoir assez peu d'ambiance, eh bien j'ai pas l'impression qu'il y ait des mécaniques de gameplay très différentes. Là où dans Horror Arkham, des fois on a des choses sympas, là où dans Marvel, chaque méchant qu'on va attaquer va vraiment avoir un petit gimmick de gameplay très original. Là j'ai l'impression que les 3 scénarios sont un peu pareils. Donc pour l'instant, moi je suis un petit peu déçu, mais j'ai envie d'en découvrir un peu plus, parce que finalement, j'ai pas testé beaucoup de decks différents, j'en ai testé 3 différents que j'ai pu trouver sur internet, et apparemment, pour beaucoup, la boîte de base est un peu pourrie, un peu trop dure, et pas si intéressante que ça, que clairement il faut aller sur les extensions qui rajoutent vraiment du scénario, qui rajoutent vraiment certaines campagnes qui sont plus accessibles, et voilà. Donc je suis un petit peu, je sais pas trop, est-ce que je m'arrête là, est-ce que je creuse plus et que je dépense de l'argent. En plus, c'est un jeu qui a maintenant plus de 11 ans, peut-être même 13 ans, donc finalement, tous les anciens cycles, vous ne les avez plus. La plupart proposent de commencer par le cycle 1, la forêt noire ou je sais plus quoi, Ténèbres de la forêt noire, qui n'est plus disponible. Il y a des éditions révisitées, mais c'est des cycles 6 ou 7. Moi, j'aime pas commencer un truc en cours de route, j'aime bien repartir du début, donc je suis un petit peu paumé. Donc les experts du Seigneur des Anneaux, dites-moi si je dois forcer, si je dois aller vraiment essayer de trouver des trucs d'occasion pour les premiers cycles, ou si les nouveaux cycles sont quand même plutôt ok pour les débutants.
Voilà, je suis un peu débutatif. J'aime quand même bien les effets de cartes, le fait d'être dans l'ambiance Seigneur des Anneaux, ça joue beaucoup. Mais j'ai l'impression que c'est vraiment un jeu d'affrontement, moins fun que Marvel, plus punitif et avec moins de variations que dans les autres jeux. Donc, mais peut-être que je peux me tromper totalement. Donc voilà, donnez-moi votre avis sur le Seigneur des Anneaux, mais pour l'instant, je suis un peu dubitatif. J'ai présenté un jeu de moins que d'habitude, mais j'ai pris autant de temps que d'habitude. D'ailleurs, j'ai chaud, si je lui un petit peu, c'est normal. Dites-moi encore une fois en commentaire ce que vous pensez de ces 4 jeux, donnez-moi des conseils, dites-moi ce à quoi vous jouez, n'hésitez pas à me donner envie, il me reste une semaine de vacances après ma semaine de vacances, donc c'est peut-être le moment de tester les choses. Et puis, si un de ces jeux vous plaît, il y a probablement un petit lien d'affiliation Ludum en description pour vous les procurer. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!